RDS et Valco présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission François Côté, en compagnie du Gros Morneau. Hey, monsieur le Gros Morneau. Le Kalinours Poulain est pas là, parti en vacances. Ben oui, dans les Europes. Qu'est-ce que c'est ça? Tim le pas propre en pied de bas Poulain est à la console. On a des On est hippies en console de studio aujourd'hui. C'est fini. On fait est chaud. envahi par les Il hippies. fait chaud dehors, il fait beau, c'est l'été, Stéphane. C'est l'été, donc c'est SummerSlam. C'est SummerSlam. Là, on est de bonne heure, on le sait, SummerSlam, c'est dans une semaine et demie. C'est pas en fin de semaine là. La semaine prochaine, on sera pas là. Ciao, bye. Moi, Parce que lui, il est pas là, Mathieu est pas là, puis il y a personne qui a envie de m'écouter parler tout seul pendant un an. le monologue de François. Ça serait solidement plate, on s'entend. Ben, ça dépend. Si tu mets de la danse puis de la musique... J'ai rien à dire pendant une heure. Moi, je peux juste vous lancer, je vous pose des questions, puis après ça, je vous laisse parler. Là. Ça pourrait être ça le podcast, tu lances, puis là, quand il n'y a aucun retour sur rien. Ben, Puis ok. je m'en vais sur l'ordi pendant 30 secondes de silence, puis après ça, je me pose une autre question. T'attends le bon moment dans le silence pour faire la relance. Comme... Et justement, parlant de ça, C'est là, ça. on s'en va à Bray Wyatt. Donc, ça serait intéressant. Ouais, je pense que ça devrait le faire. On y pensera pour la semaine prochaine. Fais-le en démo, puis on va l'utiliser ou pas. C'est bon. Donc, dans une semaine et demie, c'est SummerSlam. À Toronto, on le sait, on a pensé y aller, mais là, le budget lutte est encore... Coup de cher, WrestleMania. WrestleMania coûte encore très cher. On est encore dans le rouge, donc... La prochaine fois. Prochaine fois, mais de toute façon, on vient de vivre un WrestleMania sur place, donc c'était le fun. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont prévu faire le voyage jusqu'à Toronto. On traite ça comme une grosse fin de semaine, là, les gros week-ends de 4 shows. NXT TakeOver le samedi, le pay-per-view, Raw et SmackDown. Là, historiquement, la vente de billets est faible, particulièrement pour Raw et particulièrement pour SmackDown, parce que, tu sais, je veux dire, Toronto puis SummerSlam n'amènent pas la quantité de gens qu'un WrestleMania va amener, donc c'est probablement gros. T'sais, traverser les lignes a l'air d'être un enjeu pour les traveling fans. Parce que c'est pas tant plus loin que du monde qui vont partir de LA pour aller à New York ou LA Toronto. Si t'es en avion, là, c'est un vol d'une heure de plus. Là, c'est pas tant un enjeu. Mais on dirait que traverser les lignes, c'est peut-être spirituel ou je sais pas quoi. Là, ça devient plus compliqué ou plus cher. Il y a peut-être le même enjeu que nous autres. Là, quand on traverse les lignes, le vol devient vraiment plus cher. Effectivement. Donc, ça risque de limiter un petit peu les options. Mais SummerSlam, je suis pas si inquiète que ça va avoir l'air relativement plein. Mais c'est ça, Raw et SmackDown, attendez-vous pas à des foules monstrueuses non plus. Là, puis avec raison. Il y a une fatigue aussi. Là, les gens, il reste plus tant que ça pour les 4 shows. Là, le noyau dur de fans intenses, je pense que ça m'amenuise un petit peu. Là. Parce qu'en plus, c'est tellement fucking long maintenant, les shows de la WWE, parce que peu importe ce qui va arriver dimanche à SummerSlam, peu importe la qualité des combats, peu importe les surprises, on va sortir de SummerSlam avec comme principal sujet de conversation Chris que c'était long. Il y a au On moins parle 5 d'au heures. moins Là. 6... Non, moi j'ai même lu 6 heures probable. Là, on parle d'au moins 14 combats, puis ça va être éternel. Là. En plus, le mot mon plan, c'est que je reviens probablement de Gaspésie dans la journée le dimanche. Je vais peut-être essayer de pogner la fin du show en direct, là, mais après 10 heures de route, je pense pas que je vais être super patient pour... genre, si j'arrive à 8, je me pluguerai pas à 8. Je vais peut-être prendre un break, puis me plugger à 10, puis regarder la fin, là, parce que, oublie ça, là, 6 heures de SummerSlam. Ben, le pire, c'est qu'on est rendu à une étape où, tranquillement, ça va devenir quelque chose de sage, de, entre guillemets, séparer les shows en deux, c'est-à-dire, soit en écouter une partie live, puis après ça, de revenir le lendemain, puis de finir le reste, sauf que là, tu cours le risque... de te faire spoiler les résultats. 2, des fois même, quand t'es à l'intérieur du show, tu te dis, bon, j'écoute je me plug à 10 heures pour écouter la fin du show, puis j'écouterai le début le lendemain. Et souvent, à l'intérieur du show, what happened earlier, new champ, tu sais. Parce que c'est vraiment important de nous montrer des reprises de ce qu'on a techniquement déjà vu. De ce qu'on vient de voir, effectivement. Vive la WWE. Donc, grosse carte, beaucoup de combats de prévus. Si on commence avec le haut de la carte, bon, ben, tous les ceintures principales sont en jeu, évidemment. Là, Brock Lesnar est le champion. Seth Rollins est l'aspirant. Puis on a eu cette semaine, moi, le premier segment de tout ce build-up-là que j'ai apprécié. Ben, il était temps qu'il y ait une direction. Là, ils ont fait, bon, ben, Brock est fâché. Puis, fâché, genre, faut que j'essaye d'amenuire Seth Rollins parce qu'il m'a battu à WrestleMania. Puis fâché, particulièrement violent. C'est ça. Faut être agressif, mais ils ont
En tout cas, à 2 semaines de SummerSlam, on a juste l'air de s'enligner de faire un rerun de WrestleMania, de Seth Rollins le négliger, parce qu'il va arriver amoché probablement à Raw cette semaine. Ouais. Puis après ça, ça va étirer jusqu'à SummerSlam. Donc tu vas pouvoir jouer la carte du Brock le malmène pendant 10-15 minutes, puis après ça, Seth flip over, puis gagne. Ce qui est correct, c'est pas un mauvais scénario. Moi, j'espère que Brock retain puis qu'on puisse. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils font avec ça. Là, je remettrai pas la ceinture autour de Seth personnellement. Là, apparemment, on essaye de rendre Seth Rollins cool. Ouais, bonne chance. C'est les raisons pour lesquelles on le voit dans les segments avec les Street Profits. Pourquoi il se met à essayer de gueuler des catchphrases que c'est. J'ai beaucoup de difficultés avec la direction qu'on donne à Seth Rollins présentement. Ben, c'est parce je sais pas comment tu peux le sauver de. Ça fait quoi, 6 ans là, de Shield? On est comme trop familier avec lui. Fait que du jour au lendemain, il peut pas juste mettre une casquette à l'envers puis des lunettes de soleil puis être un Beach Boy. Tu sais, comme t'es un peu pogné avec. Là. Joe Cool? Ben oui. Joe Cool. Mais non, il peut pas être Joe Cool. À moins que tu refasse sa mèche blonde. Je sais pas ça, la petite mèche blonde, moi, dans le temps de fin NXT, là, avec les cheveux split dans le milieu. Mais non, mais c'est le problème de Rollins, c'est que c'était ton ambassadeur, probablement un de tes meilleurs workers, mais pas tant de définition de caractère, à part quand il était méchant. Fait que là, tu te retrouves avec un gentil qui est juste. Je combats l'adversité, mais il faut que je gagne parce que je suis champion universel. Fait que il faut que tu le bookes solide tout le temps. Mais en étant solide tout le temps, ben, il est comme juste au-dessus de tout. Fait que t'es dans un espèce de dilemme où il faudrait que tu le fasses perdre solide pour le remonter ou tu le sors du portrait complètement. Il n'y a comme pas d'entre-deux. Puis moi, j'ai le feeling qu'on est dans l'entre-deux puis qu'il va repogner la ceinture dans l'entre-deux. Puis ils vont essayer sur le fly de on va lui donner encore Samoa Joe, peu importe. Là, puis on va essayer de faire rouler la balle de ce côté-là. Mais c'est plate, je l'aime, cette Rollins. Ah oui, j'embarque juste pas. C'est juste que là, ça colle pas. C'est le même problème que le règne des J-Stars l'année passée. J'étais comme, elle l'aime, les J-Stars. C'est plate ce qu'ils font avec. Puis pas de sa faute. C'est comme, il se fait donner des lignes plates. Le Burn It Down, c'est Keten. Le Beat Slayer, c'est Keten. C'est toutes des lignes Keten, genre de je vais au Rockfest, puis j'ai des slogans cheapettes. Là. J'ai rien contre le Rockfest, by the way. C'est juste que ça fait très slogan générique de band. Là. Hey, les gars, on se fait un band, puis on va s'appeler Burn It Down. C'est comme, OK. Faites de la musique à cette heure, tu sais. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça sonne générique. Il manque les bonnes tonnes après. Ouais, tu sais, tu fais un lutteur à random à 2K, là, pis c'est comme. Son surnom, c'est ça, là, t'as un generator. C'est ça qui peut ressortir. Donc, écoute, on pense que peut-être que Seth va gagner la ceinture, mais en même temps, moi, je suis ouvert à un retain. Ouais, les deux scénarios se peuvent. Au moins, ça peut rendre le combat intéressant dans le sens que tout peut arriver. Là. En fait, tu l'as dit, ça prend un combat. À WrestleMania, on a comme eu un squash-ish. C'était un brawl de 2 minutes dehors, puis après ça, 7. Fait que là, on a le scénario où tu as un combat. Ils ont une pas pire chimie quand même. Là, fait que j'imagine qu'ils seraient capables de sortir quelque chose d'intéressant où 7 scelle beaucoup. Puis là, contrairement à WrestleMania, ils risquent de fermer la carte, j'imagine. Ouais, je vois pas ça la carte. Qu'est-ce qu'ils ferment? Il n'y a pas une affaire de légende qui va battre ça. Il n'y a pas le hype des 3 femmes. Non. C'est probablement le Universal Champion qui sort de SummerSlam. Peu importe c'est qui. Là. Du côté de SmackDown, Kofi défend la ceinture face à Randy Orton, un nom qui à la base ne suscite pas nécessairement ne fait pas ressortir les passions, mais le build-up est quand même intéressant. On joue sur l'histoire entre les deux. Puis Randy Orton est comme un stepping stone normal dans un règne de champion, même que mais sauf que toi tu pensais peut-être qu'on allait flipper le script puis donner la belt. J'ai comme le feeling que Randy Orton va l'avoir cette belt là, mais je sais pas s'ils le font tout de suite à SummerSlam ou si c'est une affaire de 3 pay-per-view puis qu'ils vont se dire on va juste le faire au prochain. T'sais, on va garder le SummerSlam moment pour Kofi puis à whatever c'est quoi le pay-per-view en septembre, là Randy ramasse la belt. Tu sais. Je sais pas si c'est le début de ça ou ils vont tout de suite avec le flip parce que le build-up est le fun puis il nous rappelle que Randy Orton, c'est pas un tout nu. C'est comme, il y a une grosse historique en arrière, puis si tu veux vraiment, tu sais, c'est con, là, le RKO out of nowhere, on fait toujours la joke que c'est pas niaiseux, mais c'est comme, il va faire un RKO out of nowhere, mais si tu veux faire un title change qui fait un espèce de moment wow,
ben, il fait faire un RKO out of nowhere dans le combat, puis Kofi, t'es juste comme, oh shit, ça a pas marché, tu sais, puis là, tu builds là-dessus, de ta peu, je reviens, puis on refait ça, on run it up again, puis je vais le préparer cette fois-là, tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose dans le combat, mais c'est payant de garder Kofi aussi. Ça fait 6 mois, là, give or take, depuis WrestleMania, donc ils ont l'air d'être investis là-dedans. New Day ont les titres par équipe, tu sais, le visuel des 3 champions, c'est le fun. Mais ça, je sais pas, on a l'argument aussi, le show à Fox s'en vient. Qui tu veux comme champion quand tu rentres à Fox? Tu veux-tu Kofi? Tu veux-tu Randy? Tu fais une courbe? Puis, je sais pas, moi, c'est Roman Reigns qui se ramasse champion pour une façon XYZ dans le prochain 6 semaines. Là, je sais pas si ça va avec ça, mais je pense pas que Randy est juste comme le villain of the week. Là, il pense qu'il y a de quoi de plus sérieux en arrière de ça. Là, on entend de plus en plus de bruit par rapport au brand split qui devrait redevenir séparé en octobre, là, quand le show à Fox va commencer. À part quelques occasions spéciales, on devrait s'éloigner du free-for-all dans lequel on vit présentement. Le wild card room. L'absence de brand split dans lequel on vit présentement. On va se dire les vraies affaires. Là. 2 combats de championnat féminin très intéressants à SummerSlam avec des build-up, le fun, puis 2 matchs dans lesquels les alignements sont pas 100% clairs. Ouais, j'avoue. Parce que là, avec Becky Natalia, on a peur d'une réaction. Ben, pas peur, mais on s'attend à une réaction très positive à l'envers de Natalia, qui a toujours des réactions positives au Canada. Becky, on a essayé on l'a peinturé un peu heelish dans les dernières semaines. Risque d'avoir une grosse réaction quand même parce que c'est demande. Fait que là, la foule va être derrière qui à SummerSlam? Je sais pas. J'ai le feeling que Natalia va avoir le pop initial. Puis pendant le combat, on peut-être être entre les deux. Ouais. Ça reste un 50. Puis c'est la beauté du personnage de Demand. Tu peux te permettre une fois de temps en temps, à être un peu plus méchante là. Pour l'autre, elle va être la gentille qui se fait tapocher. Mais tu peux jouer avec son alignement. À WrestleMania, ils ont joué avec son alignement. Ils la voulaient pas comme la gentille. Là, ils voulaient que ce soit celle avec le tisonnier qui vient brasser le feu. Puis ça marchait semi parce que le monde l'aimait vraiment, vraiment trop. Tandis que là, on dirait que ça a coulé un petit peu. Tu peux aller rejouer là-dessus. Tu peux comme, ah ouais, Natalia, c'est vrai que t'as jamais eu de chance en 15 ans. 15, un coup dans le dos. T'sais. Moi, j'aime ça. Oui, puis le build-up est intéressant entre les deux. Les promos ont été le fun. On joue sur l'historique aussi entre les deux, entre les deux femmes qui ont un lien fort entre les deux parce que les deux ont fait partie de la vie l'une de l'autre depuis plusieurs années. Puis c'est intéressant qu'on joue là-dessus puis qu'on. On dirait qu'ils ont eu un chum commun. Genre de la façon que t'en parles. Non, mais je veux dire, Nathalie a beaucoup participé au training de Becky Lynch. On a vu plein de photos. J'ai vu une vieille photo qu'ils ont postée. Écoute, Rebecca Knox a l'air d'avoir 16 ans avec sa photo de Natalia. Puis avec Lufisto. Lufisto, sa photo aussi, probablement dans une petite fête. Je sais pas si c'était à Shine ou à Shimmer. Non, c'est Shimmer. En tout cas, peu importe. Ouais, Shimmer, c'est la Fédération américaine. Mais j'avoue que Lufisto, ça en a vu une coupe parce que. Elle a déjà lutté avec toutes ces filles-là. Ben oui, c'est ça, parce que ça fait quoi, 6 ans, 7 ans là, que The Man est dans le giron WWE, mais elle luttait bien avant ça. Puis c'est vrai qu'elle avait l'air d'un bébé dans ce temps-là. Là. Sa jeune vingtaine, c'est comme, mon Dieu, elle sort de la polyvalente, puis elle est encore dans sa phase un peu emo. Là, comme, elle s'exprime. Les moves étaient tout croche un peu, mais tu vois le raw potential était là, mais c'était tout un peu OK, elle commence, hein, c'est. Après une coupe de bière, je vous raconterai les années emo de Stéphane, si vous voulez. C'était très drôle. Du côté de SmackDown, Bayley défend contre Ember Moon. Encore là, on les a forcés à se battre ensemble, mais après le combat, c'est Bayley qui a attaqué Ember Moon, ce qui est un peu surprenant considérant comment on présente Bayley, mais là, peut-être que tranquillement, on va l'amener vers un endroit où elle n'est pas une babyface comme pure et parfaite et gentille. Peut-être que l'esprit de préservation pour la ceinture va te corrompre un peu. Le seul défaut de ça, c'est qui Ember Moon? C'est quoi le personnage d'Ember Moon? Genre, il n'y a aucune définition à part un entrée cool puis The Eclipse. Il y a comme rien. Cool,
Fait que j'ai hâte qu'il donne un peu de matière, comme un backstory, une motivation. Tu sais, là, elle veut être championne. Fine, une motivation standard, mais c'est pas une définition de personnage, on dirait. Fait que t'es comme, je suis posé de prendre pour elle, mais pourquoi? Ouais, mais en même temps, sur le main roster, pas de définition de personnage, des fois, c'est mieux qu'une définition de personnage, parce qu'après ça, on va dire, on va trouver un trait de sa personnalité qu'on va exploser jusqu'au ciel, puis que là, ça va être juste ça. Il n'y a, a pas de subtilité dans les créations de personnages à WWE. Donc, on est peut-être mieux de la laisser juste comme generic, puis d'apprécier ce qu'elle fait, plutôt qu'elle nous tombe ses nerfs une fois qu'on va... J'avoue, parce que là, on est dans un monde où il y a des rumeurs que ça se peut qu'on ait un couple lesbien, là, avec c'est Sonya Deville puis l'autre. C'est comme, bon, OK, fait qu'ils savent pas quoi faire avec, sont deux, sont en équipe, on va les mettre en couple. C'est comme... Ben, le storyline, c'est que Deville est homosexuel pour vrai. Ouais, ça oui, là, puis que là, apparemment, ils l'ont approché pour peut-être faire une storyline avec ça, que les deux filles ont dit oui, elle et Liv Morgan. On sait pas si ça va venir à... Tu sais, c'est ça, je dis oui, parce que si je dis pas oui, je vais me faire reléguer aux oubliettes. Ça dépend comment c'est fait. Tu sais, je veux dire, qu'il y ait une représentation homosexuelle féminine à la télé... ça serait juste normal, mais connaissant la WWE, c'est très dangereux parce que toutes les fois où on a touché à ces filons-là, on se rappelle de Chuck, c'était quoi Billy and Chuck. On joue rarement dans le bon goût puis dans le respect des gens. T'sais. Non. Puis tu sais, pour une raison obscure, là, ça revient sur le sujet. Pierre-Luc Racine, qui participe avec nous autres à Balcourbe, a déterré justement des moments un peu pas glorieux pour la communauté LGBTQ+. J'en oublie, je m'excuse. je m'en manque tout le temps un. Puis tu sais, justement, il y avait Chuck et Billy, puis il y avait aussi comme The Lesbians qui se faisaient tapocher par 3-minute warnings. Fait que tu sais, si c'est ces gens-là qui amènent de l'ouverture à l'écran... Les segments de Hot Lesbian Action. Ben, c'est ça, de Bischoff. Puis là, c'est comme... on parle de la même WWE qui a ramené Jerry Lawler cette semaine pour nous présenter Trish. Pas super confiant d'un angle de couple lesbien à l'écran. Moi, zéro confiance c'est comme, dessus. Je serais confiant si c'était les deux filles qui le driveraient, puis que là, Sonya Deville aurait le contrôle du je vais m'afficher, puis on verra ce qui arrive. Mais là, c'est non, ça sent le vous allez avoir des segments au motel, là, puis comme, God. Ça promet d'être un désastre. On verra à suivre. Bon, ben, justement, tu en as parlé, ça a été confirmé cette semaine. Charlotte Flair va affronter Trish Stratus. On ramène la légende canadienne féminine. Pour SummerSlam parce que c'est à Toronto. Apparemment, c'est probablement un dernier match à la WWE pour Trish. Je me demande à quel point elle est en ring shape. C'est ce qui m'inquiète un peu. T'sais, on l'a juste vu dans le Rumble, pas celui de cette année, l'autre d'avant, me semble. Puis c'est un Rumble. Tu arrives, tu donnes 2-3 coups de poing, puis merci, bonsoir. Là, c'est un combat. Ils vont peut-être le worker court. Charlotte qui est la meilleure worker dans l'industrie. C'est correct. Faut que tu fasses faire de quoi à Charlotte, puis tu l'éloignes des ceintures. Fait qu'au moins, elle est présente sur la carte. Build-up. On s'entend là assez linéaire. Là. J'aurais fait sans Jerry Lawler, évidemment. Mais Trish est là, Charlotte est là, pif, paf. C'est correct. Je m'attends à rien. Le monde va être content de voir Trish. On aurait fait sans Jerry Lawler. Je suis 100% d'accord avec toi. Le segment était pas ce qu'on avait peur que ça soit au moins. Je pense qu'ils ont une laisse. Là. On a eu solidement peur quand on a vu l'annonce. Ça, my God, ça va être terrible. Ben il va recrier Poppies. Puis, surtout lui sur Twitter qui en parle. C'est ça. Mais là, pendant le segment, au moins, ça s'est fait d'une manière relativement respectueuse. C'était straight up. Bon, il était quand même en veston avec pas de t-shirt, là, mais tu sais... Un look qui tirait bien. Ouais, pour le prochain podcast, un petit veston, pas de t-shirt. Mais là, parlant de ce segment qui a été moins pire qu'on pensait, là, ce qu'on a entendu cette semaine, c'est que SmackDown a été réécrit à peu près 12 fois, puis que c'est le bordel. Personne s'entend pour savoir quoi faire, avec qui, puis comment. Bischoff... On dit qu'il n'est pas impliqué dans le créatif. C'est ça. Puis que ça se peut qu'il ne soit jamais, qu'il va juste être genre coordonnateur du show. Fait que ça a l'air que la situation créative de SmackDown, même si l'émission était correcte, c'était pas un désastre, ça a l'air que c'est compliqué, là, que personne ne sait où ils s'en vont. Là. Contrairement du côté de Raw, la transition commence à se faire avec Heyman qui est plus présent puis qui est plus...
on dirait, prêt à mener un show de lutte que Bischoff, qui honnêtement, Bischoff, ça file qu'il est là, uniquement, juste pour son nom, juste pour dire que Bischoff est impliqué avec le show, 2, pour empêcher qu'il pop à TNT le 2 octobre. Probablement. Puis, ça doit être un nom aussi qui est rassurant. Tu arrives dans des meetings à Fox, puis tu as des dirigeants de télé qui ça fait peut-être comme 15-20 ans qu'ils sont là. C'est un nom qui va résonner pour eux autres. Ah ouais, il était à TNT dans les années 90. OK, il sait quoi faire avec de la TV. Je pense que c'est un peu ça. Parce que, honnêtement, Bischoff n'a rien à apporter à cette industrie-là. Ça semble beaucoup aller de ce côté-là. Kevin Owens affronte Shane McMahon dans un match 1 contre 1. Si KO perd, il faut qu'il quitte la WWE. Ouais. Il faut qu'ils perdent. Ouais, tu penses que tu veux là? S'ils ont un storyline à builder, parce qu'on s'entend, quitter la WWF, c'est jamais permanent. C'est le storyline que tu as à construire, c'est ça. Tant qu'à nous enfoncer Shane dans le fond de la gorge jusqu'à la fin des temps, ben mêlé qui gloat que I got rid of Kevin Owens, thank you, you're welcome everyone, ou je sais pas quoi. Fais quelque chose avec ça, tu sais. Je sais pas, ça va le faire exploser quand il va revenir. Puis KO, ouais, mais en même temps, c'est que là, il vient de revenir. C'est juste qu'on a coolé down son retour babyface avec un mois et demi en heel. Ouais. KO a une historique de quitting à la WWE. On a déjà plusieurs fois utilisé ça au travers des storylines dans son cas. Effectivement, c'est pas qu'on veut plus de Shane, c'est pas qu'on. On prend pour KO, mais. Shane, ça va pas nulle part. C'est peut-être l'histoire la plus intéressante qu'on pourrait raconter. Parce que sinon, ton enjeu, c'est parce que Shane n'a rien à perdre. Fait que, si tu le fais perdre, ben, il perd. Puis il est là le lendemain. Il est comme. L'enjeu va pas des deux bords. C'est ça qui est un peu bizarre. Puis à part le pop monstrueux, parce que là, on va être à Toronto, là, KO est aussi populaire à Toronto qu'à Montréal. Il y a pas. Le monde se l'ont approprié, là, c'est pas oh, c'est un Québécois, non, on le prendra pas. Non. Le WWE Superstar from Canada, il va avoir un gros pop assuré, mais je pense que ça ferait un moment comme oh, t'as peur, là, KO, il va tu laisses le suspense, évidemment, là, il perd, puis tu l'annonces pas tout de suite à SummerSlam, comme il va-tu s'en aller pour vrai? C'est pas un You're Fired, là, c'est I quit. Il peut juste changer d'idée, il peut. I quit avec un détour. Moi, je serais curieux de voir s'il oserait construire. Refuser de quitter puis de forcer Shane à courir après puis à jouer le gars qui refuse de suivre les ordres du boss. Là, on le sait, c'est la seule histoire qu'ils sont capables de raconter. Fait que... Quelque chose du genre, regarde, vas-y all-in, mets du capital dessus parce que ça marche. La réaction du monde est toujours positive avec KO. Fait que teste-le, va jusqu'à la limite, voir qu'est-ce que les gens vont te donner en retour. Parce que j'ai l'impression que s'il fait juste gagner contre Shane, what's next? Tu fais quoi avec? Il est comme pas dans le portrait. Championnat du monde. Ouais, mais si c'est Kofi qui est champion, il l'a déjà fait, puis il a perdu, puis c'est comme, qu'est-ce qui justifie qu'il retourne là? C'est ça qui est bizarre. Ils se sont peinturés un peu dans un coin avec tout le reste. Finn Balor va affronter Bray Wyatt / The Fiend, parce que c'est The Fiend, le côté obscur de Bray Wyatt qui va se présenter dans le ring. C'est intéressant, je pense qu'on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le ring de Fiend. C'est surtout ça. On sait qu'il devrait gagner, que Finn est sur le bord de partir en break. Fait que le seul point, c'est comment ça va, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Il va-tu avoir quelque chose de spécial ou ça va être juste, il va arriver, il va lutter avec son masque puis that's it. Moi, je suis curieux de voir s'il lutte. Je pense que c'est le genre à Bray Wyatt d'adapter son ring style. Bonjour, monsieur qui klaxonne. Puis, tu sais, il a toujours fait des petites différences à certains degrés de moyennant l'évolution de Bray Wyatt, mais c'était jamais drastique. J'ai le feeling que ça fait quoi, au-dessus de 6 mois qu'il n'a pas lutté, si c'est pas plus. Il a peut-être eu le temps de juste dire, OK, bon, je garde Sister Abigail comme finisher, mais peut-être qu'il n'y aura plus quelques moves qu'il faisait tout le temps. Il va peut-être en ajouter des nouveaux. Je suis curieux. Est-ce qu'on va avoir un combat? Je pense que oui. Est-ce que ouais? Je pense que oui. Peut-être pas un long combat, mais je pense que la guerre psychologique, c'est dans les shows. D'ailleurs, à SmackDown, il a fait vraiment peur. Je pense qu'ils vont avoir une altercation qui va être un combat. Probablement tout à l'avantage de Bray Wyatt. Je pense que tu as tout à gagner de faire ça convaincant. Finn s'en va en break, puis après ça, tu géreras Finn au retour. Mais là, moi, j'ai une question. Là, parce que dans les segments, t'as Bray Wyatt, l'animateur de d'émission télé, qui fait Let Me In, puis là, The Fiend arrive. Tu peux-tu t'ouvrir la porte à avoir des combats avec l'animateur d'émission TV
sans qu'il let The Fiend in. Ça se pourrait. Ça pourrait être drôle, Ça pourrait être ça. intéressant que ça soit un peu son face persona. Tu sais, moins agressif, là, qu'il ouais. refuse de faire certains moves que The Fiend fait. Puis là, c'est comme, oh, OK. En tout cas, je pense pas. Il n'y a pas d'indice que c'est là qu'il irait. Mais je trouve que la porte est belle. Comme tu pourrais avoir une dualité vraiment intéressante entre les deux. Absolument. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est une direction qui pourrait être très intéressante pour son personnage. Puis continuer justement de garder des portes ouvertes, des options ouvertes, puis de faire des choses différentes. Mais mettons que tu pousses à l'extrême, là, les marionnettes ont comme peur de lui parce qu'ils savent que The Fiend n'est jamais loin. Mais mettons qu'il se fait des amis réels, genre Bo Dallas qui traîne en arrière, puis il est comme. C'est son ami, mais dès qu'il échappe un café dessus, puis il est comme juste. Ok, c'est beau, The Fiend n'est pas là. Ok. Ah, salut Bray, ça va? Je sais pas, moi, je trouverais ça drôle. Ah oui, non, 100% d'accord. Mais, bref. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je suis d'accord. Il devrait gagner. Soit donc pas d'accord des fois, là. Ben non, je suis d'accord. AJ Styles qui affronte Ricochet pour la ceinture des États-Unis. Ça risque de voler le show, ça risque d'être un excellent combat. Ça, il n'y a pas de doute. J'espère, parce qu'à date, il leur enlève tout le temps un 5 minutes, puis c'est comme. C'est jamais le. Tu sais, il manque tout le temps un petit quelque chose, là. Je sais pas, je suis pas convaincu, moi. T'es mort en dedans. Je suis pas mort en dedans. Hein. Les 3 derniers combats qu'ils ont eu, ils ont duré 10, 12, puis 12, genre. C'est ça. Fait que ça va être ça. Puis dans un show, le pire, c'est que dans un show de 6 heures, ils vont quand même avoir juste 10-12. Puis c'est plat, tu sais, ils ont roulé la gimmick du Gauntlet, mais on se doutait que Ricochet allait gagner all along. Tu sais, oui, il rentrait en dernier, puis tout, puis tu disais peut-être qu'ils vont pas le faire, mais. Hey, Mysterio devrait pas battre Cesaro en 2019. Tu freines Cesaro. Andrade, cool, il y a eu un one-up sur Mysterio, mais tu sais, pauvre Cesaro, pauvre Sami. Comme, comment, qu'est-ce que vous faites avec tous ces gars-là? Vous les avez tous sacrifiés pour refaire Ricochet. Mais, tu sais, de la part. Pour Sami, c'est plate, mais c'est pas surprenant. Je veux dire, c'est ça, c'est ça qu'on fait avec lui à la WWE. Mais là, Cesaro, tu viens de le ramener, tu essaies de le réintroduire, tu essaies de l'introduire comme lutteur solo, puis là, tout d'un coup, il est maudit, je pense. C'est ça. C'est comme un acteur de soutien. Il fait juste renvoyer la balle à tout le monde. Puis moi, je l'adore, c'est ça. Même s'il n'y a pas de gimmick. Il n'est pas capable d'avoir une gimmick. Non, c'est ça. Mais je le trouve tellement bon dans le ring que je m'en fous complètement. Mais ça marche pas avec le grand public, là, visiblement. Ce n'est pas assez. Ah, il serait un darling là, sur la scène indépendante. Là. Déjà qu'il était bon, là, quoi, déjà 8-9 ans, c'est un méchant bout. Imagine, là, il repop sur la scène indépendante comme Claudio Castagnoli. Puis c'est comme, oh shit. Les pops de fou qu'il y aurait, puis des dream matchs, mais regarde. On fera pas du fantasy booking de quand il va s'en aller, là, mais j'aimerais bien ça. Présentement, Dolph Ziggler est booké pour affronter The Miz à SummerSlam. N'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera probablement pas. L'adversaire potentiel de Dolph Ziggler qu'on entend, c'est Goldberg. Ouais. Ben... Parce que là, beaucoup de références... entre autres à Goldberg dans ses promos, on attaque un peu ce qu'on avait fait avec Chris Jericho dans le temps, d'attaquer les légendes, d'attaquer les vieux de la vieille avant frapper Shawn Michaels, etc. Puis là, je sais pas si ça va être buildé la semaine prochaine ou si ça va tout simplement être une surprise à SummerSlam, mais apparemment, le plan, c'est que c'est Goldberg qui va affronter Ziggler. Ça serait judicieux de le faire à SmackDown pour vendre une coupe d'étiquettes de plus, là, pour les nostalgiques, le On Defense, qui disent « Ah, cool, Goldberg va être là ». Ça va être un squash, là. On s'entend que Ziggler va être là pour faire oublier l'atroce combat de Goldberg contre l'Undertaker. Meltzer amenait quelque chose d'intéressant, je trouve, sur ce fameux combat-là, à quel point la WWE s'est tirée dans le pied en donnant le win à Taker. Parce que là, les deux ont un peu le même rôle, c'est-à-dire juste d'événements spéciaux qui se pointent une fois de temps en temps. Mais Taker est dans une forme physique très, très descendante. Puis Goldberg, ça fonctionne encore. Il a encore l'air imposant. Il a encore l'air d'un gros tough. Puis on avait... Taker n'a rien perdu à perdre contre Goldberg, tandis que Goldberg, là, a comme... Ça le cool down, veut pas te perdre dans un événement comme ça. Puis c'était comme... C'est pas nécessaire. Puis c'est encore parce qu'on refuse... Ça, c'est des questions de
Goldberg représente la WCW, puis Taker représente la WWE/F, puis on refuse de laisser ces gars-là être over ces gars-là. Fait que Goldberg, il sera jamais un Vince guy. C'est clair, net, coulé dans le béton. Il y a eu le maximum qu'il allait avoir de la E. Le petit règne universel, un petit règne de champion du monde. That's it. Il n'y aura jamais plus que ça. De se pointer comme événement spécial. Il va squasher Ziggler, en début, mettons, après 1 heure de show, là, il va venir le squasher. Puis c'est correct. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il rentre, spear, jackhammer, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Là. Tu veux pas que Goldberg lutte pendant 10 minutes, là, même si Ziggler est capable de vendre, puis de rebondir partout, puis de donner un show à lui tout seul. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, là, Ziggler, on s'entend, là, il fait juste perdre, puis perdre, puis perdre, puis perdre, puis perdre, puis perdre. Mais au moins, il est là. Oui. Tu sais, ils nous l'ont ramené comme il existe. Puis si un jour tu veux décider de faire de quoi avec, ben tu peux construire sur hey, il a été le dindon de la face pendant 6 mois, he's had enough. Puis parce que tu sais, juste le mettre de côté puis de pas s'en servir, c'est niaiseux. Il est sous contrat, c'est un bon worker, il est pas pire au micro, tu sais, là. C'est un peu redondant là, parce qu'il fait à toutes les shows tout le temps. Bon, au moins il est revenu. C'est comme, c'est pas tout perdu. D'autres matchs qui ne sont pas encore annoncés officiellement, mais qui sont apparemment listés là, dans les listes internes de la WWE comme étant des matchs potentiels. Bon, entre autres, Aleister Black, Sami Zayn. Ça, on a commencé tranquillement à le builder. Là. Sami a commencé à... Ils n'auront pas beaucoup de temps. Ça risque d'être un bon combat entre deux gars qu'on aime, mais je vois pas Aleister Black perdre dans ce genre de contexte-là. Ça risque d'être en pre-show même. Là, ça, c'est un défaut. On parlait de que ça va durer 6 heures. J'ai rien contre ce combat-là. On sentait que tu n'as pas besoin de voir ça à SummerSlam. Tu peux te le garder pour une autre fois. Apparemment, il va y avoir des 24/7 shenanigans sur le show, sur SummerSlam. Puis ça, même si moi, j'ai pas ta haine de tout cet angle-là, mettons. Ça, pour moi, c'est des angles TV. Ben, ça n'a pas besoin d'être défendu sur le pay-per-view. C'est YouTube, c'est télé. C'est ça. Puis là, man, tu vas empiéter sur tes pay-per-views qui sont déjà éternels avec une femme enceinte qui est championne. Honnêtement, je suis au point où je fais juste refuser tout de ce titre-là. Ça n'existe pas, c'est une honte. C'est même pas drôle. Comme, tassez-moi ça de là. Mais qu'est-ce que tu veux? Il aime bien ça. Billie Kay, Peyton Royce, les Iconics devraient défendre leur ceinture par équipe, apparemment dans un four-way contre Nikki puis Alexa, Sonya Deville, Mandy Rose, puis Kairi Sane puis Asuka. Un classique du vous faites rien les girls, un combat SummerSlam. C'est ça, exactement. Drew Gulak devrait défendre la ceinture Cruiserweight contre Oney Lorcan, qu'on aime bien. Puis, ouais, il est cool, Oney. Puis Drew McIntyre contre Cedric Alexander est apparemment aussi prévu sur la carte. Il va se venger. Mais il te manque un gros morceau. Là. Il manque un gros morceau. Le dernier gros morceau qui reste, c'est Roman Reigns. Là, ce que je vais vous dire là, c'est 100% dans le spoiler alert parce que ça n'a pas été hinté du tout à la télé. Fait que si vous ne voulez pas savoir qui va être l'adversaire de Roman, skippez, mettons, 3 minutes. Genre, approximativement. Selon Meltzer, l'adversaire de Roman Reigns à SummerSlam, c'est Daniel Bryan. Breaking news. Ouais, puis Meltzer est le seul à le dire. Ben, le seul non, là, mais parce que si vous allez sur Twitter, les enquêteurs de Twitter, eux autres ont cru reconnaître quelqu'un d'autre pas loin du désastre. Comme la caméra a bougé vite, puis ils ont vu un lutteur dans le fond qui serait Buddy Murphy. Fait que là, t'as comme le Twitterverse enquête, là, genre, oh, Buddy Murphy était peut-être juste accidentellement dans le background. C'est probablement ça. Puis c'est comme, oh shit, il était dans la shot, il n'y a pas d'affaire là. Tandis que là, Meltzer, lui, arrive avec le Daniel Bryan fait rien, il pourrait avoir un plan, et screw Roman Reigns, qui serait pas mal plus. Ben, j'ai rien contre Buddy Murphy, là, on s'entend, mais tu sais, t'as le scénario où Roman Reigns up Buddy Murphy, où t'as un gros combat Daniel Bryan, Roman Reigns. Le seul problème, c'est que t'as pas de build-up. Là, tu vas avoir, s'il dévoile à SmackDown, t'as 1 semaine, sinon ça va être mystery jusqu'à SummerSlam. C'est ça. Ce qui serait étrange, mais j'espère que c'est un scénario que j'aime beaucoup parce que Daniel Bryan, il faut qu'il revienne en solo. C'était cute, là, les championnats par équipe, les Champions of the Earth, puis tout. Ça donne de quoi à faire à Rowan, là, mais Daniel Bryan, c'est l'aspirant championnat du monde, le calvaire, à un moment donné. Veux-tu bien l'utiliser comme du monde? Puis c'est quand même un de tes gars les plus populaires, même en méchant, le monde se force pour pas l'encourager. Fait que faites quoi avec? Là? Segment
horriblement shooté. C'était terrible. C'était tellement les choses qui cheesy. tombent sur Roman, c'était horrible. Puis ça, on le regardait semi parce qu'en live, on jouait un jeu en même temps, mais je l'ai comme re-regardé. Puis écoute, il y a des chants contre chants. Là, il marche, tu sais, mettons, il y a 25 pieds avant qu'il arrive à son entrevue avec, je me souviens plus c'est laquelle qui était là. Puis tu sais, il commence à le filmer, là, il est comme un petit point dans le fond, puis là, chant contre chant, chant contre chant, contre chant. OK, il va se passer de quoi? Il va se faire rouler par un char. C'est long, là, embrayé, c'est vraiment niaiseux. C'est comme tout ça pour un échafaud qui tombe autour. Puis... Parce qu'il sort de là, il est shaké, mais... C'était tellement quétaine. C'était n'importe quoi. J'aurais même eu un char. Rendu là, comme, faites le bon vieux stunt là, de timer comme faux. Je le pointe quand je trouve que c'est shooté comme faux, puis ça avait été le cas quand Lashley puis Braun avaient passé au travers du Titantron. J'avais aimé comment... Parce que souvent... plus c'est moins c'est mieux. Là, ils ont essayé d'en faire trop, puis c'était n'importe quoi, puis tu cut non-stop, c'était vraiment c'est surtout qu'ils font jamais ça. T'sais, comme filmer un gars qui s'en va à son entrevue, c'est comme, ben là, je sais qu'il va se passer de quoi. Exactement. Tu me le montres jamais, ça. C'est ça. Mais bon. Ouais, Roman Reigns a un whodunit. Ça sera pas Rikishi. C'est ça. I did it for the Rock. Moi, je veux dire, j'ai aimé backstage, par exemple, Brock 7. Parce qu'on n'a pas vraiment parlé, là, mais Brock a vraiment brassé 7 fort, là, le F5V sur à peu près tout. Ses chaises, moi, je réagissais à chaque fois qu'il le F5V, il l'a fait d'une couple de fois, direct sur le ring post de l'extérieur. Celui, c'est à civière de côté. Puis là, backstage, c'est à civière. Puis là, jouer la gimmick de 7 crash du sang, là. C'était comme. C'est ça, on pousse fort. Magané, même que tu pourrais jouer une carte, là, on le saura pas parce qu'on n'a pas de show la semaine prochaine. Tu pourrais jouer un Raw sans Seth Rollins. Ouais. Comme je suis trop magané pour être à Raw, but I'll be at SummerSlam ou whatever. Bonne utilisation de Brock. Mais là, si on parle de Raw puis on a parlé de Roman Reigns, faut juste qu'on parle d'une affaire. Le Samoan Summit. Quel style de marde. Je suis comme colique. Êtes-vous capable de ne pas être des vieux mononcles débiles à chaque maudite occasion? Le Samoan Summit. Là, Samoa Joe, il fait rien à SummerSlam avec tout ça. Là. Non, je l'ai pas vu sur la carte nulle part. C'est comme calvaire. À moins qu'il se pointe dans un combat quelque part. Pour l'instant, je sais pas. Ou que ce soit lui, tu sais, si mettons, ça marche pas avec Daniel Bryan ou whatever, puis c'est comme le bouche-trou lancé, là, comme bon, on va mettre Samoa Joe. Là, présentement, les ceintures par équipe sont pas bookées pour être défendues, mais ça peut toujours être ajouté n'importe où dans la pré-carte. Il faut suivre aussi un peu la situation avec les Usos. Ouais. Jay qui a été réarrêté cette semaine pour une question d'alcool au volant, encore une fois. C'est pas sa première escapade avec la justice. Je comprendrai jamais ça. C'est comme un moment donné. Là. Surtout comme plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, je me fais pincer une fois, j'ai testé à la limite, puis clairement, je l'ai dépassé. Mais là, plusieurs, c'est comme... Prends ta leçon, puis prends un taxi. C'est ça, là. Mais bon, surtout, c'était ça à la route avec des hôtels, puis tout. Là. Je peux croire qu'ils sont pas capables de se dealer du Uber, mais hein, qu'est-ce que tu veux? Samedi, c'est NXT TakeOver Toronto. Comme d'habitude, belle carte. Ça risque d'être le show du week-end. Les petits shows de 2h30, ben tête, c'est parfait pour un show de lutte, on s'entend. 5 combats. 5 combats. Pif. Exactement. Pas de stress. Puis là, encore une fois, la carte est super intéressante. Le storyline global de l'événement, c'est encore une fois, parce que ils sont le gros morceau présentement à la NXT. C'est Undisputed Era. C'est tenter de ressortir de l'événement avec toutes les ceintures. Why not? Kyle O'Reilly puis Fish ont des bonnes chances. Ils affrontent pour les ceintures par équipe les Street Profits, qu'on voit qui sont un peu rendus à Raw. Ouais, mais là, il y a comme une... Je me souviens pas où j'ai entendu ça, mais ça a l'air qu'ils sont juste là pour faire de la promo à NXT. Ah! Qu'il n'y a pas de plan de les monter, que c'est juste comme quand NXT, quand Fox va être là, il va y avoir plus de regard sur le show. Si on met les champions de NXT dans le show, ils vont peut-être avoir le goût de regarder NXT, puis ça mettrait peut-être la table pour NXT à FS1
s'ils le font le mercredi soir pour faire rivalité avec AEW. Donc, c'est peut-être aussi juste ça, parce que les gars sont cool. Ils font des jokes. Ça leur enlève rien NXT d'aller prendre des drinks dans des Red Cup à Raw. Même à la limite, c'est souvent les bons segments de l'émission, c'est les deux Street Profits. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'ils perdent à NXT TakeOver? Je sais pas, j'ai quand même le feeling que Undisputed Era, on approche peut-être d'un split. Fait que, si tu là que tu le fais, t'es fait tout perdre, puis là, c'est comme OK, that's it for Undisputed Era, ou tu leur donnes un dernier big hoorah, ils gagnent tout, puis là, après ça, c'est ton prochain 3 mois, mettons, avant de les splitter. T'sais. Moi, tout perdre, j'y crois pas, parce que là, Cole vient de mettre la main sur la ceinture, je le vois pas reperdre à Gargano. Mais tu peux faire le Cole qui est comme bon, mais là, moi, je suis champion, puis vous autres, vous n'êtes pas capable de tirer votre partie de... En même temps, moi, je trouverais ça extrêmement plate. Il n'y a pas de raison pour moi de splitter Undisputed Era, à part parce que, ben là, on serait dû pour les splitter. Il n'y a pas de raison, sauf si tu décides que c'est le temps de caller up Cole. Parce que Cole est le seul qui va avoir une carrière en haut. C'est plate, faites un deuil tout de suite. Là. Les 3 autres sont banni à NXT et sur la scène indie. Moi, je suis pas sûr. Il est pas assez gros, Cole. Ah, c'est encore là. Il est pas le plus petit que Daniel Bryan. Daniel Bryan est rendu le baromètre, là, mais c'est vrai qu'il est petit. Adam Cole Daniel Bryan s'est gonflé quand même un peu plus que... Ouais, je sais bien. Il est tellement over. Je vois pas comment. Tu sais, je dis pas que c'est un hit instantané, là, mais... Moi, il y a certains noms que j'aimerais juste garder à NXT plutôt qu'ils soient allés gâcher sur le main roster. Puis Cole, puis en Undisputed Era, même chose avec Gargano. Laissez-nous là à NXT, là, garder un produit intéressant là, plutôt que d'aller les gâcher ces personnages-là. Surtout que là, la rumeur qui est comme semi-persistante, c'est que Tommaso Ciampa est très early dans son recovery, puis il viserait peut-être l'automne. Soyez pas si surpris que ça si Tommaso Ciampa se pointe la face à Toronto. Peut-être pas qu'ils vont intervenir ou quoi que ce soit, là, mais une présence physique pour rappeler au monde « Hey, Goldie is mine, je m'en viens, le bébé rentre à la maison bientôt. » Ça a l'air qu'il est en shape, il va bien, il marche, il est à l'entraînement full pin. Puis ces docs, ça a l'air qu'ils sont comme... Ça se pourrait qu'on me donne ton clearance pas mal plus tôt qu'on pensait. Tant mieux, parce qu'on avait peur que ce soit une blessure qui puisse avoir des grosses répercussions dans le futur, dans sa carrière. Surtout à son âge, tu disais, si t'es coolé down 1 an et demi, t'en as-tu une autre occasion pour remonter? Peut-être pas. Fait que là, tu sais, si ton haut de carte, c'est ça, le Cole, le Gargano, puis peut-être Ciampa qui pointe, je vais encore adorer ça. Il n'y a rien là-dedans que j'aimerais pas. Là. Absolument. Dream défend contre Pete Dunne et Roderick Strong la ceinture nord-américaine. Ouais. Un show stealer encore là, probablement. Un show stealer, je pense pas que Dream drop ça là, mais Pete Dunne serait le fun qu'il sorte de NXT UK. Il y a eu son énorme règne de 2 ans avec le championnat UK. Mais... Avant que le show UK apparaisse, là, c'est Walter qui est dans ce rôle-là. Qui a toutes les ceintures, qui gagne toutes. C'est ça. Walter is big. Mais Pete Dunne a toujours donné des super bons shows au TakeOver. Oui. Puis... Non, Pete Dunne, moi je l'ai toujours adoré. Amène-le quand tu veux. Là, il va fitter dans l'organigramme. C'est juste que ça sera au détriment de Dream. Là, mais moi, on dit que j'aime Pete Dunne. Shayna défend contre Mia Yim. Oui, ça. Puis Candice LeRae affronte Yoshirai. Donc, 2 combats féminins, c'est bien. Premier takeover avec 2 combats féminins, c'est jamais arrivé. Donc, tant mieux. Puis moi, j'aime Candice, je suis content qu'on la voit lutter. Puis, surtout ça, c'est le fun qu'il nous rappelle, hey, c'est pas juste la blonde à Gargano, elle lutte bien, Candice LeRae. Mia Yim est bonne aussi. Puis ça risque d'être un affrontement intéressant, je pense, avec Shayna. Ça va être le fun. C'est juste que là, c'est la nouvelle aspirante parce que l'autre, elle peut plus. Là, mais qu'est-ce que j'allais dire? On parlait de NXT UK tantôt. Ils ont confirmé le main event de NXT UK Cardiff qui est en même temps que All Out. Ouais. Walter contre Tyler Bates, The Return. On a fait ça à Wembley avec Progress l'année passée. Et là, c'est confirmé. C'est Walter contre Tyler Bates qui main event NXT UK Cardiff. C'est comme holy shit. Si vous n'avez pas vu le combat à Wembley de Progress, c'est probablement leur plus gros show de l'année passée. Et ce combat-là était complètement débile. Puis sur la même carte, t'avais Pete Dunne contre Ilya Dragunov. C'est comme, ce show-là était débile. Là. Puis là, ils vont le runner encore. Oh. Moi, j'avais préféré Dunne Dragunov. Là. Il y avait quelque chose en plus. C'était l'entrée de Dragunov. Il y avait un build-up vraiment intéressant. On l'a presque pas vu encore à NXT UK Dragunov. Tu vois que
ils sont un peu sur le frein. Là. Ils sont pas allés all-in encore, là, mais quand ils vont unleash Ilya Dragunov, là, si vous le connaissez pas, c'est un fou braque, ce gars-là. Il faut qu'il continue de jouer, d'aller all-in sur le Evil Russian. Ben oui, ça fonctionne. C'est niaiseux. C'est vieux comme le monde, ce gimmick-là. Ça marche. Puis il est même pas russe. C'est ça, il est même pas russe, mais de la manière que lui le fait, ça fonctionne tellement. Il est tellement bon. Puis, ils sont en Europe, ils peuvent se le permettre. Ah c'est ouais. encore c'est sensible partout. Même là, ici, mais... ça l'est aussi à cause de... Non, Puis il est bon. Fait que là, c'est ça le... On va tout écouter All Out pareil, mais ils vont peut-être m'obliger à revenir à NXT UK Cardiff pour le lendemain, par exemple, parce que ça va être solide. C'est ça pour le week-end de SummerSlam. Ouais. Gros, si vous êtes à Toronto, par contre, regardez la semaine. Là. Il y a le Progress versus Smash. Il y a plein de choses cool. Shimmer est là. Tu sais, moi, avoir été là, je pense que j'aurais pas été à SummerSlam, mais j'aurais fait jeudi, vendredi, samedi, tous les petits galas, parce que c'est ça qu'on a eu du fun à faire à WrestleMania aussi. Puis Progress est à Toronto. On vous en a parlé plusieurs fois de Progress. Là. Si vous avez la chance, c'est Progress versus Smash Wrestling qui est la promotion à Toronto. Il y a du gros fun. Progress sont un peu comme la promotion UK, celle qui est WWE Approve. Walter est le champion là. Sauf que là, c'est ça qui est bizarre. Progress est là, mais je présume que tous les talents WWE ne seront pas autorisés à travailler le show. Ou, vu que c'est quand même une fin de semaine WWE, non, il me semble qu'il y en a certains qui sont déjà annoncés. Walter sera probablement pas book, mais j'imagine que les plus petits, là, les Gibson puis son partner, que j'oublie son nom. Là, il me semble qu'ils sont sur la carte. Young Veterans doivent être là. Il me semble qu'ils sont sur la carte parce qu'ils ont repopé à Progress dans le dernier chapter. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement pas beaucoup de taping de NXT UK. Je pense qu'on, je sais pas si comme à la NXT, on tourne une fois par mois, une fois par 2 semaines. Je sais pas exactement, là, mais on n'a pas le choix de laisser. Il faut laisser ces gars-là lutter un peu à d'autres places parce qu'il faut que tu veux qu'ils gardent quand même une visibilité. Puis les fédérations comme Progress puis Evolve servent un peu à ça beaucoup au niveau de la WWE. C'est que ça permet de continuer de builder leurs lutteurs sans qu'il y ait d'efforts à faire. Puis j'imagine qu'ils vont le mettre sur leur site parce que ils font. Si c'est pas un vrai chapter, ça va être Progress in Toronto. Puis anyway, ils mettent du Smash Wrestling sur le site de Progress. Il y a des bonnes chances qu'ils se ramassent en ligne. Ça sera à voir tout le monde. G1, le G1 de New Japan continue de rouler. Là, on vous parle sans les résultats de ce matin 1er août. On n'a pas regardé les shows, on ne sait pas les résultats. C'était Ishigoto, me semble, le main event aujourd'hui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en va peut-être dans une... Historiquement, on build le G1 en fonction de la dernière soirée avant la finale qu'il y ait quelque chose qui se décide là. Là, on pourrait s'en aller dans une direction différente où, avec deux clairs champions de chaque bloc, parce que là, Okada et Moxley sont undefeated jusqu'à maintenant. Puis là, un scénario où les deux s'affrontent en finale. Moxley gagne le G1 pour avoir un title shot contre Okada à Wrestle Kingdom. Le scénario est là. Ils l'écrivent. Moi, je te le dis tout de suite, Moxley, il va pas undefeated, c'est sûr que non. Okada, je suis intrigué. Je me demande si c'est pas cette année qu'ils font undefeated champ, runs it all, puis t'envoies Moxley en finale peut-être, mais pas undefeated. Je pense qu'il reste 4 ou 5 combats. Il va probablement en échapper 2 ou 3. Ça risque d'être le début d'une petite glissade parce que le bloc B est encore serré. Okada commence à avoir un landslide avance, tandis que Moxley est juste 4 points d'avance, je pense, sur Juice puis des affaires de même. Fait que tu peux encore builder vers la finale où Juice puis Moxley s'affrontent avec un enjeu réel. Il faut juste que Juice run the table, mettons, puis que Moxley en échappe quelques-uns. Il est 5-0, les deux autres sont 3-2. C'est ça. C'est que s'il en perd 2-3, Juice run the table, ben, tout le monde se ramasse à 6-2. C'est la beauté du G1. Tu peux le faire en 2 volets. C'est 10 combats chaque, le G1. Fait que s'il est 5-0... Non, c'est 9 combats, le G1. Fait qu'il reste 4 combats. Fait que si, mettons, il va 2-2 dans les prochains ou 1-3, ben, tu peux permettre à Juice de le rattraper. Ce qui est weird, c'est que Naito est probablement éliminé. Oui, Naito est à 2-3. Il est pas mal out of contention. Traîne des blessures au cou puis au genou, je pense, là, si je me rappelle bien. Ça, il est magané. Donc, c'est ça. C'est peut-être, on s'est dit, c'est l'année un peu pour donner un break, donner aussi du...
la visibilité à d'autres mondes. Aux autres, là, c'est quand même surprenant, sauf que là, tu y mets plein de challengers pour le titre intercontinental, parce qu'il est quand même champion intercontinental. Donc, ce groupe B-là, vraiment, vraiment le fun. Mais moi, le scénario d'Okada qui run the table, plus j'y pense, plus je me dis, wow, ça serait gutsy, puis ça serait très... Regarde, c'est le gars de notre génération, on va lui donner un feat que personne n'a fait. Ben oui, présentement, là, il y a déjà un feat. Si on run par-dessus l'an dernier, il est à 13 matchs consécutifs sans perdre. Là-dedans, il y a un de Raw avec Tanahashi l'année passée. Ça, c'est un record de victoires consécutives dans le G1. Mais il n'a pas gagné le G1 l'année passée, parce que Tanahashi l'a gagné justement à cause du draw. À cause du draw. Est allé en finale et a gagné le G1. Je sais pas, moi je pense que c'est que là, la New Japan nous montre comment builder des stars. Ah oui, c'est un génie. Et là, on s'entend que la WWE aurait jamais fait ça et a jamais fait ça. L'a pas fait pour AJ, l'a pas fait pour Shinsuke, l'a pas fait pour n'importe quel gros nom qui vient d'une autre fédération. L'établir clairement comme un major contender comme la New Japan fait avec Moxley, c'est intéressant. Puis on laisse être un badass. Puis c'est le meilleur Moxley, c'est le meilleur Jonathan Good qu'on a vu dans sa carrière. Il est en feu, il est de bonne humeur, ça paraît. Tu sais, son work rate n'a pas changé. Il lutte sensiblement de la même façon. C'est sûr que pour le New Japan, il a ajouté quelques trucs, mais c'est pas une lutte différente. C'est juste l'intensité est cranky. Puis ce que Jado comprend, que Vince McMahon ne comprend pas, c'est que si tu construis une vedette de l'extérieur comme Jon Moxley, ben c'est payant le jour où tu dis, OK, ben un de mes gars va aller le battre. Puis, tu sais, là, il est champion des États-Unis. Le prochain champion des États-Unis, c'est le gars qui bat Jon Moxley, qui est en feu. Parce que c'est ça qui arrive. Jon Moxley, il va être All Elite temps plein, probablement, dès que TNT embarque. Est-ce qu'il va encore avoir le droit d'aller à la New Japan sur une base régulière? C'est comme un peu incertain. Fait que peut-être que le G1, c'est genre sa grosse occasion de laisser une marque au Japon. Puis Gedo, lui, c'est comme, ben moi, je vois de l'argent là-dedans. Fait que c'est comme, OK, Bill Moxley, mettons que tu le ships en finale du J1. Il sort de là, il perd. Puis après ça, ton prochain gros show, peu importe qui l'a battu dans le groupe, que ce soit Juice ou peu importe, ben là, tu as un combat de championnat des États-Unis. Puis c'est comme, hey, ben c'est le gars qui a battu le finaliste du J1 cette année, Jon Moxley, champion US. Ta ceinture reste forte. Moxley, ça il paraît pas mal. Il y a le gars qui a eu une super de bonne run pendant le J1, ce qui n'est pas un petit exploit de pic-pic. Donc, sérieusement, c'est juste du smart booking. Puis Moxley a du fun, là, comme. Il s'en doute là, que sa carrière n'est pas au Japon, là, mais il fait juste prendre cette opportunité. Comme Jericho arrivait là, c'est comme, hey, j'ai le droit de faire ce que je veux, d'avoir du fun, de me peinturer à la face en Joker si ça me tente. Ben go, je vais aller all-in là-dedans. Le bout qui me tanne de leur booking, c'est comment. J'ai la misère avec comment on traite Will Ospreay dans ce tournoi-là. C'est que là, pour eux autres, Will Ospreay est encore un Super Junior. Puis un peu la même chose avec Takagi. On les fait pas perdre contre d'autres Super Juniors, on les protège là-dessus, mais eux autres ils disent qu'ils peuvent pas battre des heavyweights parce que ça les descend. Puis pour moi, Will Ospreay est au-dessus. Il devrait être au-dessus de tout ça. Il n'a pas battu Fale. Il me semble que son dernier match, c'était contre Fale. Là, il n'y a pas une grosse fiche. Là, il y a une ou deux victoires. Là, Ospreay, ça va pas bien. Mais Fale est une aberration dans ce tournoi-là. C'est ça. Il sert à... ça en prend un. Je pensais que Lance Archer allait avoir ce rôle-là aussi. Puis pas pantoute, Lance Archer est en feu. Il perd les matchs, mais il paraît super bien. Puis il est en train de se faire un nom. Puis, ben oui. Fait que, ça t'en prend un ou deux. D'habitude, c'est Toru Yano qui fait ça, mais là, il y a des victoires surprises, il arrête plus d'en gagner. Je suis comme, OK, bon, ben Toru Yano n'est pas juste une joke dans le J1. C'est quasiment Goto puis Taichi cette année qui se font maltraiter, puis c'est comme, bah, c'est pas votre année, vous autres, come back next year. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de gros. Les Jay White, les Naito qu'on voyait pas perdre beaucoup de combats parce que c'est des gros noms, des gros contenders, ben là, tu le faire perdre des matchs, tu fais gagner des gars que tu t'attends pas nécessairement à avoir gagné tout le temps, puis ça t'enlève justement, ça te force à penser autrement quand tu regardes, tu sais, de te dire, bon, il est pas nécessairement juste là pour perdre, il peut en gagner. Fait que c'est intéressant de justement que que les blocs soient très égaux avec juste comme un nom en haut qui s'échappe. Puis, tu sais, Okada est le usual suspect. C'est normal qu'Okada fasse comme non, tu m'affronteras, mais que Kenta est en feu, pouf,
freiné par Okada. C'est normal. C'est correct. J'ai de plus en plus hâte à Sanada comme single star. Oui. Parce qu'il travaille de plus en plus, là, le breakout de LIJ. Éventuellement, il va juste avoir son breaking point. Il y a eu des gros combos au G1. Il en a gagné une coupe qu'il n'a pas supposé gagner. Il en a perdu aussi. Il a perdu contre Evil. Je pensais pas qu'elle allait le perdre contre Evil. Donc, tu sais, ça s'en vient, là, le Sanada as a single star, puis il va être bon. Là. Kenta, c'est intéressant de noter à quel point les fans japonais de la New Japan le détestent. Ouais, c'est un heel, malgré que c'est Shibata qui l'a amené. Heel, là, go away eat, là, de comme retourne à Noah, pas pour rien que t'as jamais rien fait à NXT. Là, les fans le détestent. Là. Je pense que Gedo s'y attendait, fait que c'est pour ça qu'il a collé Shibata, parce que Shibata est super over, mais ça marche pas. Même l'aura Shibata, c'est comme, bon Dieu, ils vont tout le mettre avec Suzuki, genre, puis c'est comme, ok, assume-le, puis t'es méchant. Exactement, fais-le virer contre Shibata, puis jouer le Uber Heel. Puis, parce qu'ils n'auront pas le choix, il est comme... Même après un gros G1, il est encore... ils vont finir ça à Korakuen Hall, probablement, puis là, il va se faire ramasser. Là. Puis c'est ça qui manque dans le J1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Suzuki. Tu l'as juste dans un combat de tag team à 3 contre 3 ou 4 contre 4. Pourquoi ils n'ont pas décidé de pas le mettre? Ça a l'air qu'il est fâché noir. Ah ouais? Qu'il s'attendait à être dessus, puis il n'a pas été dessus. Mais tu sais, d'un côté, tu regardes les line-up, puis à part Bad Luck Fale, il y a comme personne, puis Lance Archer, mettons, personne qui a pris son spot. Là. Ils ont juste trop de bons lutteurs dans le haut de la carte à la New Japan. Fait que Suzuki prenait son break. Zack Sabre aussi est booké bizarrement. Il est comme très 50-50. Des fois, il en donne. Ça a l'air, il joue beaucoup la gimmick de vu que Taka Michinoku n'est pas là. Il est en déroute. Ce qui est correct. C'est du booking à long terme. Puis quand Taka va revenir, tu vas pouvoir remonter Zack Sabre. Puis pendant qu'on est au Japon, on a assez parlé du J1. Je vais juste faire un shout-out à Mike Bailey. Oui. Il a gagné le Sumo Tournament de la DDT. Je ne suis pas vraiment familier avec ça, mais c'est un de leurs gros tournois où il y a un mix lutteur et sumo. Puis le fait que lui le gagne, lui, il le considère comme un de ses plus grands accomplissements en carrière. Puis c'est un big deal. C'est pas un championnat majeur, mais c'est une tradition quand même de ce côté-là. Yes. Charlotte McBailey, ça va super bien ses affaires. Puis vraiment hâte que son visa revienne aux States pour qu'il puisse se promener parce qu'il va se promener. Exactement. Il va être en demande. Là. Mini parenthèse, c'est cette info-là que je cherchais. De l'an passé, on a enlevé Suzuki, Omega, Yoshihashi, Elgin, Tori Makabe, Hangman Page puis Tama Tonga. Mais ils ont été remplacés par Ospreay, Cobb, Taichi, Archer, Kenta, Takagi puis Moxley. Puis tout le monde, ils ont un peu outperformé. Là, je veux dire, il y a juste Cobb qui a un G1 très ordinaire. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il casse c'est ça. Je pense que c'est un peu sa place. Là. On l'amène un peu pour ça, pour le faire connaître, perdre des combats. Puis il y a juste il y a Omega là-dedans qui est un énorme nom que si tu le ramènes par rapport à n'importe qui d'autre, c'est un upgrade. Mais sinon, c'est un gros tournoi là, avec. New Japan est en santé. Selon Melzer, c'est parti pour être le G1 le mieux raté côté lutte de l'histoire. Là, juste là, on est de match 4 étoiles en montagne. À peu près à mi-chemin, là, il y a déjà 3 candidats au combat de l'année. On n'a même pas frôlé les finales puis les demi-finales encore, que c'est souvent là, historiquement dans le G1, qui sortent un gros barn burner. Fait que t'es comme, OK, là, il y a au moins un 4-star à chaque jour. Puis tu pourrais défendre qu'il y a au moins 2-5 étoiles depuis le début du G1. Yes. Ce qui est comme... pas de maudit bon sens. Fait que c'est puis au-dessus de 5 étoiles, il a donné 5 et 3 quarts à Ospreay Okada, je pense. Ça se pourrait. C'est lui qui a le plus aimé. Je sais qu'il a beaucoup aimé Ishii contre Moxley aussi, qui était fou raide. Faudrait que je retourne voir les ratings. Mais Ospreay Okada était complètement débile. Ospreay est un made man. C'est juste que là, ils le font perdre pour une raison X. Mais le jour où il drop la ceinture junior puis qu'il abandonne la catégorie, c'est un made man. Il n'y a pas de bon sens. Petit mot du côté de la All Elite Wrestling. Là, on le sait, on en a déjà parlé. Les débuts TV le 2 octobre à TNT. Puis là, Jericho vient de teaser sur les médias sociaux un gros match pour le premier soir de télé. D'un côté, Kenny Omega et les Young Bucks, The Elite. De l'autre côté, Chris Jericho avec 2 Mystery Partners. Ouais, puis ça aurait pu être juste comme, on sait pas qui qu'on met là, mais Jericho est allé teaser. Moi, j'ai une grosse surprise pour vous autres.
tune in. C'est de la TV, là. Ils vont pas nous le spoiler puis ils vont s'arranger pour qu'on tune in. Mais c'est-tu vraiment une grosse surprise? Qu'est-ce qui peut être? C'est ça. Il n'y a pas tant de free agent de disponibles sur le marché. Évidemment, il y a du monde qui dit que c'est Punk. Ça a l'air que Punk, il veut juste plus rien savoir de lutter. C'est comme plus... Punk, c'est une princesse qu'il faut traiter. Puis il sait que le jour où il met les pieds là, c'est un boss. Fait que, tu sais, probablement qu'il fait juste entretenir ça un peu au cas où que ça y tente, mais ça n'a pas l'air d'y tenter plus qu'il faut. Il y a du monde qui parle de LAX, mais c'est-tu vraiment une grosse surprise, LAX? Ça serait une fun surprise, mais ce serait pas une grosse surprise parce qu'on le sait qu'ils sont free agents. Là, ça finit leur contrat avec TNA. Tu regardes le monde du Japon, il n'y a pas vraiment de gros free agents. De la I, la même chose, à moins qu'il me manque une coupe de bout, là, mais il n'y a pas de. On n'a pas entendu de nom que le contrat vient en échéance en septembre. Mais oui, s'il y a un lutteur qui est proche d'avoir son contrat qui finit. Il se fait offrir des millions. Il se fait offrir de rester ou ils vont trouver un loophole. Là, ouais, t'as été blessé 3 mois, tu peux faire que tu reprennes. Rhino a parlé. Rhino est à Impact ça sera présentement. pas Rhino. Ça sera pas Rhino, effectivement. Rhino a parlé. Il dit quand mon contrat venait à échéance, ils m'ont offert le double du salaire. Pour faire pas grand chose parce que j'étais pas mal à la maison. Je dis, moi, j'ai parlé avec eux autres en demandant, moi, je veux faire plus de route. Lui, il aime ça, je veux être sur la route, je pourrais être traîné à NXT. Puis là, ça s'entendait pas trop, fait qu'il a dit non. Et ils sont revenus en disant, fais-nous une contre-offre. Il a fait. Il a dit ça c'est ce qu'il faisait. Il avait offert le double. Là, il a dit un chiffre qui n'avait pas d'allure en se disant ils ne pourront pas dire oui à ça. Apparemment, ils sont revenus en disant on va se meeter dans le milieu. Fait que là, déjà, puis il a fini par dire non parce qu'il disait je serais pas heureux assis chez nous avec mon pognon. Voilà, plutôt que moi, ce que je veux, c'est être sur la route puis lutter. C'est pour que tu ailles à Impact, c'est comme parce que tu veux, mais on s'entend qu'il a pris une pay cut significative. Là, même si tu main event Impact, s'il double ou triple ton salaire de régulier, probablement qu'il y avait au moins 1 million sur la table. C'est comme si on est pour prêt à Rhino, de la grosse argent des gars comme Rhino qui voit pas, qui pullent pas de rating, qui vont pas amener nécessairement du gens dans les. Mais non, c'est ça là. Non, c'est intéressant. C'est hallucinant tout ça, comment on a décidé de gérer la gestion du personnel à WWE. Ils ont peur pour de vrai. Moi, je pense que Jericho a encore des chummés là-bas. Puis il va être le porte-parole, il va être le pont à hey, on vous offre pas des millions, mais on va avoir du fun. On va essayer quelque chose. Fait que soyez pas surpris si un gars de la ISO. Je pense pas que c'est une équipe. Vu qu'ils sont deux, on se dit ça va être une équipe. Non, ça n'a pas rapport. Là. Tu peux juste plugger 2 gars là. C'est pas important que ce soit une équipe. Il faudrait fouiller dans les contrats, mais je pense que les McMahon sont en mode non, on va sécuriser tout le monde là, comme jusqu'à Zack Ryder. Là, comme on va couvrir large. On veut pas que personne, Sean Spears est en train d'avoir un programme intéressant. Là, fait que je pense qu'ils vont ouvrir le vraiment super large, mais il y a des noms que j'aimerais ça qui sautent. Là. C'est dans 2 mois, on a le temps en masse d'entendre des rumeurs. Dès qu'on entend quelque chose, on vous fait signe. Au Québec, là, c'est assez tranquille, je pense. C'est tranquille. Je sais qu'à Gatineau, ils ont fait un show gratuit hier. On est dans cette époque-là, les shows, les spots shows d'été, etc. La AWS était à EV Montréal en fait semaine passée. Au 77 à EV Montréal. Battle Award donne un show gratuit samedi ou dimanche, en avant des faux fun. Donc, si vous êtes en ville à Montréal, ils se set up dehors cette fois-là. Okay. Puis 6 mois, ils rentrent en dedans. Okay. Mais le show est gratuit quand même. Fait que c'est un petit show de Battle War. Il est un peu off-meta. Puis sinon, côté lutte, on se promène pas mal, mais on se prépare pour la NSP à la fin du mois d'août. Puis avant ça, ça va être assez tranquille. Le camping et fêtes agricoles, les gogos, suivez la page Facebook de la lutte RDS tous les vendredis. C'est les vendredis que tu mets ça? Les vendredis ou les jeudis. Des fois, il y a des shows le jeudi. Fait qu'on les met le jeudi. Qu'on vous met les chroniques de lutte québécoise avec tout ce qui se passe partout au Québec avec l'insupportable Jean-François Kelly. Stéphane et Ben Cossette. C'est tout pour nous cette semaine. Je pense qu'on est dû pour y aller. Continuez de nous écouter sur iHeartRadio, sur toutes les plateformes. On est partout. Le super est là. Merci, Tim. Puis, écoute, on est en congé la semaine prochaine. OK, oui, on se revoit après SummerSlam. Profitez du beau temps. Puis on se revoit après SummerSlam. Tourlou. Ciao.